si je suis déjà en direct. On va vérifier que la retransmission sur Facebook fonctionne bien. A priori, oui, on me fait signe. La retransmission est partie. Bonjour à tous. Je suis Christophe Berthet, directeur général d'Immigrants Québec. J'espère tout d'abord que tout le monde se porte bien. Bienvenue à notre webinaire Facebook Live qui va porter sur les finances, les procédures d'immigration et la recherche d'emploi. Donc, on va en effet balayer l'ensemble de ces thèmes avec des conférenciers et des partenaires qui sont reconnus. Aujourd'hui, sur la finance, nous aurons donc Desjardins qui va présenter un tour d'horizon complet sur la préparation financière de l'immigration et qui va nous parler aussi des spécificités du secteur bancaire canadien. Sur la partie des procédures d'immigration, nous aurons la chance d'être entourés par Imetis, qui est un cabinet d'avocats dédié à l'immigration et la mobilité professionnelle au Canada, et qui va notamment nous parler de l'épineuse question de l'accès à la résidence permanente après un PVT suite au changement de cet été. Pour la partie recherche d'emploi, écoutez, on aura la chance d'accueillir deux partenaires. Le Crème CV, qui va nous donner quelques pistes pour une entrevue virtuelle réussie, et un emploi en sol québécois, donc, qui va vous parler des moyens d'obtenir plus facilement des rencontres avec des employeurs du Québec. Nous allons répondre, en fait, plutôt nos conférenciers vont répondre à vos questions à la fin de chacune de leurs interventions. N'hésitez pas à les poser en fait dans le fil Facebook. Et si vous avez des questions supplémentaires ou si on n'a pas eu le temps de prendre l'ensemble des questions, nous vous donnerons de toute façon un lien vers chacun de nos partenaires pour que vous puissiez le leur poser dans un deuxième temps à l'issue de ce webinaire. Mais écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints virtuellement aujourd'hui. Je remercie bien entendu l'ensemble des nombreux partenaires présents aujourd'hui et je vous souhaite un excellent moment en leur compagnie. Je vais laisser la parole au Mouvement Desjardins, qui est la première institution coopérative ici au Canada et qui a toujours d'ailleurs été très, très investie auprès des communautés culturelles et des nouveaux arrivants, notamment en créant une équipe totalement dédiée à eux, aux nouveaux arrivants, il y a une dizaine d'années maintenant. Nous avons le plaisir de recevoir Laurence. Bonjour Laurence, qui est au sein de cette équipe responsable des partenariats et des collaborations avec les différents programmes et les entreprises. Eh bien, Laurence, je te laisse la parole et je reviendrai pour te poser quelques questions à l'issue de ta conférence. Merci. Très bien, merci Christophe et merci Immigrants Québec. Alors, je vais commencer par le partage de l'écran, comme d'habitude. Et voilà, il faut juste que ça se décale. Voilà, nous y sommes. Alors, Desjardins. Donc, pour celles et ceux qui peut-être sont déjà au Québec ou qui sont venus en vacances, j'imagine que vous avez déjà entendu parler du mouvement Desjardins. Nous sommes assez visibles, je dirais, dans tout le Québec. En quelques mots quand même, qui sommes-nous? Eh bien, c'est le premier groupe financier coopératif. J'espère que mon écran n'est pas trop caché. Bon, ben, s'il y a un souci, vous me le direz. Donc, Desjardins, c'est le premier groupe financier coopératif au Canada. C'est une institution financière qui est très, très présente sur tout le territoire québécois et en Ontario de plus en plus. Donc, ça, c'est vraiment une des forces de Desjardins. Dans la moindre petite ville, le moindre petit village, en général, vous trouvez une caisse Desjardins. Il faut savoir que c'est aussi le premier employeur privé au Québec. Donc, c'est un employeur de choix. Et les valeurs coopératives sont aussi très importantes pour l'entreprise et c'est plus de 445 millions de dollars par année qui sont retournés aux membres et aux communautés via des dons, le soutien de projets communautaires, le soutien des associations. Donc voilà, Desjardins est vraiment dans le cœur de tous les Québécois et a une grande importance pour nous tous. Concrètement, notre accompagnement pour les nouveaux arrivants. Eh bien, comme Christophe l'évoquait, cet accompagnement, déjà, il prend la forme, si je puis dire, d'une équipe. Et j'ai souvent coutume de dire que voilà, la photo que vous avez à l'écran, c'est une vraie photo dans le sens où c'est la photo d'une vraie équipe. Ce n'est pas une illustration. Donc, cette équipe, elle existe vraiment, elle existe depuis 10 ans et elle n'est en charge exclusivement que des nouveaux arrivants.
Et pour la majeure partie des personnes qui la composent, dont moi donc, nous sommes issus de l'immigration. Et voilà, ce qui nous rajoute une petite compréhension ou une grande compréhension de ce par quoi les nouveaux arrivants passent en termes de démarches, de procédures, puis de questions, de besoins d'information et de pédagogie. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous proposer vraiment un accueil et un accompagnement sur mesure. Concrètement aussi, notre accompagnement, c'est bien sûr vous donner la possibilité d'ouvrir un compte et notamment d'ouvrir un compte depuis votre pays d'origine. C'est simple, c'est gratuit. Quand je dis simple, c'est-à-dire qu'au moment de la préouverture, on vous demande seulement votre numéro de passeport, même pas une photocopie. Donc, vous voyez, techniquement, ça se fait assez facilement. Il s'agit d'une préouverture. Donc, c'est ce qui explique cette légèreté, entre guillemets. On s'entend qu'on n'ouvre pas des comptes pour des personnes qui n'auront pas, quoi qu'il arrive, dans l'année suivante, une solution d'immigration parce que, in fine, la deuxième étape, qui est celle de la finalisation de l'ouverture de compte, elle ne peut se faire qu'une fois au Québec quand vous avez validé votre visa à l'arrivée sur le territoire canadien. Donc, la première étape est légère et facile, la deuxième l'est tout autant, mais il faut bien évidemment, je ne voudrais pas vous induire en erreur, avoir un visa validé pour rendre totalement actif votre compte. Nous avons, je pourrais y revenir un petit peu plus tard, une offre dédiée pour les nouveaux arrivants qui comprend différents avantages et qui correspond bien à vos besoins. Elle a vraiment été, là aussi, designée, si vous me permettez l'expression, sur mesure pour vous. Nous avons l'habitude d'animer des ateliers, alors maintenant des webinaires. Nous sommes passés évidemment au virtuel comme tout le monde, sur différents sujets financiers, mais d'une manière assez large. On va animer des ateliers sur l'épargne, la préparation de la retraite, la présentation générale du système financier, sur comment acquérir un bien immobilier, mais aussi sur d'autres sujets parce que c'est le troisième point important pour bien comprendre la valeur ajoutée de notre équipe, c'est que nous avons la chance de nous appuyer sur un réseau de partenaires et d'experts. D'ailleurs, les personnes qui sont présentes à ce webinaire de réseautage figurent parmi nos partenaires. Donc voilà, on est tous dans cet écosystème très actif et c'est dans ce sens-là où on peut vous donner une information générale et de qualité. Alors, les deux grandes questions aujourd'hui que je souhaiterais rapidement aborder, je dis rapidement parce que mon objectif est de semer des petites graines pour qu'après vous continuiez à creuser les questions en m'écrivant d'ailleurs directement, ce sera tout à fait possible, vous allez avoir mon courriel. Mais voilà, les deux sujets aujourd'hui, c'est quels sont les principaux frais liés à l'immigration, au projet d'immigration au Canada, puis deuxièmement, comment fonctionne le système bancaire. Alors, premier point. Je vais aller rapidement, je vous le dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut faire l'exercice. Ça, c'est le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. On sait bien que l'immigration, c'est un projet évidemment sérieux qui se prépare. Je ne doute pas que vous avez en tête cette préparation financière. Voilà, je me permets d'insister un petit peu et de vous conseiller de vraiment faire un exercice, comme si vous étiez à l'école et prendre un papier crayon et puis noter, faire la liste de tous les frais que ça va vous coûter parce qu'il faut que vous ayez cette idée globale avant de vous lancer ou il faut que vous sachiez dans quel projet vous vous lancez justement. Donc, les frais liés à l'immigration, ça va dépendre de votre statut. Ce n'est pas la même chose si vous pouvez prétendre à un statut de PVT, d'étudiant d'étudiants étrangers, pardon, si vous allez être recruté par une entreprise ou si vous voulez faire une demande de résidence permanente, les frais des dossiers, les frais demandés sont très différents. Puis, pour ça, vous allez avoir des experts en immigration qui pourront vous aiguiller. Mais prenez en compte qu'il y a les frais liés au dossier, aux démarches d'immigration. Et puis après, il y a les frais liés à l'installation. Je fais une petite parenthèse juste concernant les frais au sujet de l'immigration. Il faut savoir que nous sommes partenaires du programme Volet Direct pour les études. Alors, je ne sais pas si dans l'audience, il y a des personnes, notamment du Maroc ou du Sénégal, c'est deux des pays francophones qui participent à ce projet-là, initié par le gouvernement canadien. Mais sachez que Desjardins est partenaire. Donc, si vous souhaitez profiter, participer à ce programme-là et que donc vous devez prouver que vous avez un certificat de placement garanti d'une valeur d'au moins 10 000 $. Ça, c'est un des critères de sélection du projet. Sachez que Desjardins est partenaire.
Voilà la parenthèse que je voulais faire si jamais il y a des personnes, notamment, parce que ce n'est pas les seuls pays, mais du Maroc et du Sénégal qui nous écoutent. Donc, je reviens aux frais liés à l'installation. Évidemment, il y a les billets d'avion. Évidemment, vous vous en doutez, il faudra vous équiper pour l'hiver. La téléphonie, vous voyez à l'écran qu'il faut compter entre 45 et 75 $ par mois. Internet, vous voyez aussi les prix sur lesquels vous pouvez compter. L'assurance santé, ça va être différent si vous venez avec un contrat de travail, si vous allez pouvoir bénéficier de la RAMQ ou si vous devez prendre une assurance privée. Et selon votre situation d'immigration, tout ça va un petit peu changer. C'est évidemment si vous allez à Montréal, Québec, Trois-Rivières ou Shawinigan, le prix du logement, c'était mon dernier point, va être différent. Donc voilà, je n'ai pas prétention à tout lister et répondre à tous les cas de figure. Si vous êtes célibataire, en couple, une famille de 3 ou 4 enfants, tout ça va changer, mais faites l'exercice. Ça, c'est vraiment le message que je vous passerai aujourd'hui. Alors, le vif du sujet maintenant, je dirais, comment fonctionne le système bancaire canadien. Alors, rapidement, petite introduction, quels sont les moyens de paiement acceptés? Il faut savoir qu'ici, on utilise peu ou pas de chèques. Selon les pays dans lesquels vous êtes aujourd'hui, il y a des pays où l'usage du chèque est encore assez répandu. Ici, ça se fait vraiment très peu, mais sachez tout de même que si vous avez des chèques à déposer sur votre compte, vous pouvez le faire avec une application mobile, ce qui est assez pratique quand il fait -25. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'aller au guichet. Vous avez juste à prendre le chèque en photo. Via l'application, vous le déposez et ça se fait vraiment très facilement. On parle ici souvent des virements interacts. C'est le terme consacré qui n'est pas un terme propre à Desjardins, mais c'est du virement de compte à compte et ça se fait très facilement et c'est très usité, je dirais, ici. Enfin, vous avez, alors l'argent comptant, pardon, petite information qui a son importance, si vous retirez de l'argent dans un guichet qui n'est pas celui de votre institution bancaire de référence, là vous avez votre compte, vous allez avoir des frais de 3 $. Et ça, quelle que soit la banque. Donc, c'est important de le savoir. Et c'est ce qui fait qu'en général, on y réfléchit avant de retirer de l'argent, sauf si on est mal pris, comme on dit au Québec. Mais voilà, 3 $, au bout d'un moment, on s'en passerait bien. Et enfin, la carte de crédit et la carte de débit, vous le savez sans doute pour celles et ceux qui se sont renseignés, mais ce sont les deux cartes bancaires que nous utilisons ici. Alors donc, j'y arrive. Quelle est la différence entre ces deux cartes? Elles apparaissent à l'écran. Elles ont une toute petite différence, en tout cas qui se note visuellement, c'est que la carte de crédit est la seule à avoir la fonction Visa ou Mastercard. Et quelle que soit l'institution financière, là aussi, ce sera toujours la même différence. La carte de débit ne peut pas avoir la fonction Visa ou Mastercard et vous allez assez vite comprendre qu'est-ce que ça induit comme différence d'utilité. Alors, la carte de débit, mais comme son nom l'indique, c'est du débit immédiat. Vous l'utilisez, c'est retiré tout de suite sur votre compte bancaire. C'est la carte avec laquelle vous retirez de l'argent au guichet. Évidemment, vous payez chez les commerçants et elle est gratuite. Mais comme elle n'a pas la fonction Visa ou Mastercard, c'est avec la carte de crédit que nous pouvons faire les achats sur Internet. Seulement avec sa carte de crédit, mais pas avec la carte de débit. La carte de crédit, elle, c'est du paiement différé. Donc, si vous payez quelque chose avec votre carte de crédit, ça ne va pas être débité automatiquement sur votre compte. Le débit se fera 21 jours après. C'est comme si la banque vous prêtait cet argent, même si vous l'avez sur votre compte. Et évidemment, on vous invite à ne jamais dépenser plus que ce que vous avez. Il faut continuer à bien gérer son budget, mais ce n'est pas débité immédiatement. Elle est utilisée ou utilisable chez la plupart des commerçants. Parfois, il y a des petits commerces de proximité qui ne prennent pas la carte de crédit, donc d'où l'intérêt d'avoir toujours les deux cartes en permanence sur soi. Mais vous ne retirez jamais avec la carte de crédit parce que sinon, vous avez des frais qui sont chargés de suite. Et elle peut être sans frais annuels. Quand je dis elle peut être, c'est qu'il y a des différentes gammes, mais en tout cas, celle qu'on vous propose est sans frais annuels. L'avantage, en plus de pouvoir faire ces achats sur Internet, pour acheter des billets d'avion notamment, c'est assez pratique. Donc, l'avantage de la carte de crédit, c'est que c'est avec elle que vous construisez votre historique de crédit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'historique de crédit? Donc, je vais commencer par deux schémas qui sont peut-être un petit peu, bon, ils ne sont pas compliqués, mais voilà, c'est pour vous symboliser ce que c'est que donc cet historique de crédit qu'on appelle aussi parfois
cote de crédit, bureau de crédit. Alors, selon vos lectures, peut-être que vous avez entendu ces termes-là. En fait, c'est un peu comme votre CV bancaire. C'est tous vos achats, toutes les factures que vous payez à crédit et qui permettent de contrôler, le terme est un peu exagéré, mais qui permettent de voir si vous gérez bien votre budget, si vous êtes un bon payeur. Parce que si vous remboursez bien, vous payez vos factures en temps et en heure, si vous remboursez en temps et en heure, donc dans le délai des 21 jours, ce que vous avez payé avec votre carte de crédit, et bien là, en fait, vous accumulez des bons points d'une certaine manière. Donc, c'est les points verts que vous voyez à l'écran. Et vous prouvez à l'institution financière que vous êtes digne de confiance et qu'on peut vous prêter de l'argent parce que vous remboursez toujours en temps et en heure. Alors, quand je dis vous prouvez à votre institution financière, c'est vrai et pas vrai parce que ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que votre historique de crédit n'est pas lié à une institution financière en particulier. Admettons que vous ouvrez votre compte chez Desjardins, mais que vous n'avez pas bien écouté les conseils qu'on vous donne ou voilà, pour d'autres raisons, vous n'avez pas un bon historique de crédit. Si vous fermez le compte chez Desjardins et vous allez vous installer à Vancouver, votre historique de crédit va vous suivre parce que il est entre guillemets enregistré par deux entités indépendantes et pan-canadiennes qui sont TransUnion et Equifax. Donc, voilà, c'est important d'être sensibilisé à cette notion d'historique de crédit parce que si on ne prend pas un bon départ, c'est rattrapable, mais voilà, ça peut quand même mettre dans l'embarras. Alors là, vous me direz, ben, pourquoi dans ce cas-là se mettre à risque? Autant ne pas utiliser sa carte de crédit et ne vivre qu'avec sa carte de débit. Bon, pour faire simple, et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre plus en détail. Mais pour faire simple, un, vous avez compris que vous ne pouvez pas acheter sur Internet, donc c'est un peu limitant. Et deux, le jour où vous avez un projet d'un peu plus grande envergure, acheter une voiture, un appartement, une maison, financer un voyage ou un projet quelconque, et que vous sollicitez un prêt, un crédit à la banque, ce que l'on va regarder, c'est certes votre situation, votre salaire, mais pas tout à fait. Ce qu'on va surtout regarder, c'est votre historique de crédit. On veut la preuve que vous savez gérer votre budget, que vous savez gérer des mini-crédits avant de vous en faire des moyens gros, si je peux me permettre de synthétiser les choses ainsi. Donc, c'est pour ça que je parlais de CV bancaire. C'est très important d'y faire attention, mais faire attention, c'est se bâtir un historique de crédit, ce n'est pas le mettre de côté. Sinon, au bout de quelques années au Québec, si vous voulez vous installer puis avoir des projets un peu plus ancrés ici, notamment acheter une maison, avant de vous prêter de l'argent, c'est votre historique de crédit que l'on va regarder. Voilà. Comment bien gérer sa carte? Rapidement, là aussi, automatiser le paiement de 100% de votre facture de carte de crédit tous les mois. Les premiers mois au Québec, peut-être que ce ne sera pas évident parce que vous n'allez pas avoir une grande marge de crédit. Vous n'allez pas arriver avec la possibilité de dépenser 10 000 $ comme ça avec votre carte. On commence très petit pour que vous ayez un filet de sécurité et puis que vous vous habituez en fait. Puis parce que aussi on ne vous connaît pas, vous n'avez pas d'historique bancaire, d'historique de crédit, donc certes on vous donne la possibilité de commencer, mais de manière contrôlée, je dirais. Donc au début, vous n'allez pas pouvoir avoir une régularité mensuelle, sachant que si votre marge de crédit est de 500 $, ce n'est pas 500 $ par mois, c'est 500 $ dans l'absolu. Donc dès que vous remboursez votre marge de crédit de 500 $, ça se remet à zéro. Mais quand vous avez votre rythme de croisière, vous pouvez automatiser. Donc, au moins, vous n'y pensez plus et vous ne vous mettez pas à risque. Autre conseil d'importance, il ne faut pas retirer de l'argent liquide. Techniquement, vous pouvez, mais ne le faites pas parce que là, les intérêts courent tout de suite. J'en ai presque terminé, je ne vais pas prendre trop de temps. Rapidement, les tenues de compte. Il faut savoir que les forfaits bancaires canadiens sont catégorisés selon le nombre de transactions comprises chaque mois. Mais dans ces transactions, on ne compte pas tous les achats que vous faites avec votre carte de crédit, d'où l'intérêt de quand même apprendre à bien l'utiliser, voire l'utiliser tout le temps, parce que même pour un achat à 3-4 $, vous pouvez, si le commerce l'accepte, utiliser votre carte de crédit. Et comme ça, ça ne fait pas partie des transactions, donc vous pouvez avoir un forfait avec moins de transactions et qui vous coûtera moins cher. Les services bancaires en ligne, je passe tout de suite à la slide suivante parce qu'elle est un peu plus parlante. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que c'est assez facile d'utilisation. On clique, on vire, on paye, on peut faire même épargner. Donc, c'est très pratique et l'accéder de Desjardins est est très convivial, je dirais, comme utilisation. Notre offre de bienvenue pour les nouveaux arrivants, eh bien, on vous propose pendant une année un compte courant gratuit avec transactions illimitées.
justement le temps de vous habituer à moins utiliser votre carte de débit et plus utiliser votre carte de crédit pour avoir moins de transactions et avoir au final un forfait qui vous coûtera moins cher. On vous donne de suite une carte de crédit pour pouvoir vous lancer, commencer à construire votre historique de crédit parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et puis, différents avantages. Voilà, j'ai terminé. Vous avez à l'écran mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez la moindre question. Merci beaucoup, Laurence. Merci d'avoir fait vite. Alors, tu viens de répondre à une question en fait de Sandra qui nous demandait est-ce que vous ouvrez un compte libre de commission? Donc, je viens de comprendre que vous donniez 1 an de gratuité pour les nouveaux arrivants. Oui, et l'ouverture de compte est gratuite. Et l'ouverture de compte est gratuite. Très bien. Une question d'Otman qui demandait comment ouvrir un compte à distance auprès de Desjardins. Est-ce qu'il y a… Oui. Alors, vous pouvez aller directement sur desjardins.com. Le plus simple, en fait, c'est de m'écrire et je vais vous guider. C'est aussi simple comme ça. Vous avez un service VIP grâce à Immigrants Québec. C'est gentil, ça, Laurence. Et puis, toute dernière question de Onanoko. À l'arrivée, regardez-vous notre historique de crédit? Alors, en l'occurrence, elle disait en France, mais dans notre pays, je dirais plus largement. Oui et non. Si vous avez un projet d'achat, notamment d'achat immobilier, tout de suite dès votre arrivée, parfois même avant votre arrivée, c'est tout à fait possible parce que sachez qu'on peut devenir propriétaire même si on n'est pas citoyen canadien, même si on n'est pas résident, même si on est juste résident temporaire. Voilà, selon votre ancienneté au Canada, on va vous demander un niveau d'apport différent. Vous pouvez même acheter et investir depuis l'étranger, même si vous n'avez aucun projet d'installation. Vous avez le droit d'acheter une propriété ici, mais le niveau d'apport demandé sera différent. Et là, dans ce cas de figure, selon la nature du dossier, je peux vous donner une réponse absolue, là, mais selon la nature du dossier, oui, on va regarder votre historique de crédit dans votre vie actuelle, dans vos différents établissements financiers. Très bien, bien. Merci Laurence, merci d'avoir été parmi nous, d'avoir éclairé sur avec plaisir. La finance au Québec. Et merci à Desjardins d'être présent aussi, je dirais tout le temps, dans toutes nos actions et nos événements aujourd'hui. Avec plaisir, bonne continuation, bon webinaire. Donc, nous allons recevoir maintenant Imetis, qui est un cabinet d'avocats dédié à l'immigration, je vous disais, à la mobilité professionnelle au Canada. Au quotidien, il faut savoir que ce cabinet accompagne de nombreuses entreprises et ressortissants du monde entier dans toutes leurs démarches d'immigration au Québec ou d'ailleurs ailleurs aussi au Canada. Permis de travail, permis d'études, résidence permanente, parrainage, etc. Nous avons le plaisir de recevoir ici à l'écran maître Gabriel Faribault, qui est avocat en immigration au cabinet Imetis et qui va, comme je vous le disais, aujourd'hui aborder l'épineuse question de l'accès à la résidence permanente après un PVT, notamment suite au changement de cet été. Gabriel, merci d'être parmi nous. Bonjour et je vous laisse la main sur le sujet. Oui, merci Christophe. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais, au nom du cabinet Imetis, remercier Immigrants Québec pour l'invitation et cette participation au webinaire. Ça nous fait toujours plaisir de participer à ce genre d'événement. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui portera sur les moyens, si on veut, d'obtenir la résidence permanente, spécifiquement pour ceux qui sont sous un permis de travail de type le permis vacances-travail. En fait, je pense pour avoir participé à plusieurs événements d'Immigrants Québec, plusieurs des personnes qui suivent l'organisation sont sous un PVT ou obtiendront du moins un PVT prochainement. Alors, c'est vraiment une conférence qui est dédiée à vous et qui a tout son sens suite à la réforme du programme de l'expérience québécoise qui est entré en vigueur en juillet dernier. Alors, tout d'abord, un bref rappel du PVT. C'est une catégorie du programme Expérience internationale Canada, qui, grosso modo, est un programme de réciprocité entre différents pays qui vise à faciliter l'obtention de permis de travail entre les ressortissants de ces différents pays. Le grand avantage du PVT par rapport à d'autres types de permis de travail, c'est que c'est un permis de travail ouvert, donc qui permet à son titulaire de travailler pour n'importe quel employeur sans restriction et peu importe l'endroit au Canada. La seule chose, c'est que c'est un programme qui fonctionne par quota,
ce qui signifie que vous devez, d'une part, vous inscrire dans un bassin et c'est un peu une loterie, si on veut, là, pour recevoir une invitation à présenter une demande de permis de travail. C'est uniquement basé sur la chance, contrairement à je vous dirais, à l'autre programme populaire du programme EIC, là, qui est le jeune professionnel, qui, lui, est davantage basé sur l'obtention d'une offre d'emploi préalable. Les conditions du PVT là, peuvent, si on veut, varier en fonction là, de votre nationalité. Pour les Français, il est ouvert jusqu'à 35 ans et moins, et il permet d'obtenir un permis de travail de 2 ans. Et vous voyez, par exemple, pour les Belges, c'est pour les 30 ans et moins, et il permet d'obtenir un permis d'une seule année uniquement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut, lorsqu'on a un permis vacances-travail et que l'on souhaite soit obtenir la résidence permanente éventuellement ou prolonger son séjour à titre de travailleur étranger? Le programme de base, là, qui est généralement le plus évident, en fait moins évident ces temps-ci depuis la réforme, mais c'est le programme de l'expérience québécoise. En quoi consiste le programme de l'expérience québécoise, le PEQ? Je vais davantage m'attarder au PEQ travailleur là, qui concerne davantage les PVT. Le PEQ est l'un des moyens, si on veut, pour obtenir votre certificat de sélection du Québec. Donc, sans tomber là, sans faire un cours de droit de l'immigration, le Québec, contrairement aux autres provinces, dispose d'une compétence plus large que les autres provinces pour sélectionner ces immigrants économiques. Et l'obtention du CSQ signifie en fait que le Québec vous a choisi. Lorsque vous avez votre CSQ, vous avez la possibilité d'une part de prolonger votre permis de travail le temps que votre résidence permanente soit obtenue et, comme j'ai mentionné, de présenter votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Donc, pour en revenir au PEQ, c'est un moyen pour obtenir le CSQ. C'est le moyen qui, en date aujourd'hui, qui était là, le plus populaire. Les critères de ce programme-là sont l'expérience de travail dans un poste qualifié, bon, certes, les connaissances des valeurs de la culture québécoise, l'intention de résider au Québec, naturellement, et la maîtrise du français oral. Vous voyez ici, vous avez une excellente, je voudrais une très belle illustration qui démontre le parcours classique, par exemple, d'un PVTiste qui souhaite obtenir la résidence permanente via le PEQ. Donc, vous avez un permis de travail d'une durée de 2 ans. Au bout de 2 années de travail à temps plein signifie par semaine, donc 52 semaines à 30 heures et plus, par semaine. Et il faut que l'emploi que vous occupez soit dans les catégories A, B ou 0. En résumé, là, tous les emplois au Canada, chaque emploi au Canada est catégorisé à ce qu'on appelle une CNP, qui le catégorise. Et chaque CNP ont une lettre, en fait, qui leur est, si on veut, assignée. Donc, les postes de catégorie A, ça concerne les postes qui nécessitent généralement une licence, soit l'équivalent ici, on appelle ça un baccalauréat. Les postes de catégorie B sont les postes techniques, donc qui nécessitent, par exemple, une certaine formation quelconque ou qui nécessite certaines qualifications. Donc, on parle, par exemple, des postes de cuisinier, soudeur, adjointe administrative également, par exemple. Et finalement, vous avez les postes de catégorie 0. Donc, ça, ce sont tous les postes reliés, en fait, qui ont attrait à la gestion. Donc, pour en venir, en fait, à l'illustration, vous avez, après avoir travaillé 24 mois à temps plein, de façon, en fait, c'est pas obligé d'être de façon continue, mais il faut que ce soit au cours des 3 dernières années. Vous pouvez présenter votre demande de CSQ grâce au programme de l'expérience québécoise. Le délai d'obtention du CSQ est maintenant de 6 mois. Par la suite, lorsque vous obtenez votre CSQ, ça vous permet de faire 2 choses. D'une part, de prolonger votre permis de travail via ce qu'on appelle le permis de type A75, qui, lui, va être valide pour une période de 2 ans. La seule différence avec le PVT, c'est que ce sera un permis de travail fermé, et non pas un permis de travail ouvert. Ce qui signifie en fait que vous devez avoir le support d'un employeur pour obtenir ce permis. Et le permis que vous allez obtenir va vous permettre uniquement de travailler pour l'employeur en question et pour le poste auquel vous avez été embauché. La deuxième chose que le CSQ vous permet, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il vous permet de présenter votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement canadien. Et là, on parle d'un délai de 15 à 17 mois. Je vous dirais que
Avec la situation de COVID ces temps-ci, ce serait peut-être davantage, ça a même dépassé 2 ans pour le moment. Maintenant, si vous avez bien suivi, vous allez constater qu'il y a un peu un problème, si on veut, avec le nouveau PEC et son arrimage avec le PVT. C'est que vous avez besoin de 2 ans de travail à temps plein pour présenter votre demande de CSQ, mais votre permis est valable 24 mois. Et qui plus est, même le délai d'obtention du CSQ est de 6 mois. Ce qui veut dire en fait que votre permis de travail de 24 mois ne vous permettra pas à lui seul, d'une part, de présenter votre demande de CSQ et également d'attendre jusqu'à ce que vous ayez votre CSQ pour demeurer sur le territoire. Donc, c'est justement un peu le but de notre intervention, c'est d'élucider, de vous illustrer les différentes options qui s'offrent à vous. Ah oui, c'est important de le mentionner, pour ceux qui sont sous un PVT, en fait, qui ont obtenu leur permis de travail, pas nécessairement le PVT, avant le 22 juillet 2020, ce sont les règles de l'ancien PEC qui s'appliquent. Donc, en fait, là, ce n'est pas 2 ans de travail à temps plein qui peuvent être accumulés, mais bien 1 an de travail à temps plein, et peu importe le poste que vous occupez. Donc, ça peut être des postes de catégorie C, D, et non obligatoirement des postes de catégorie A, B ou 0. Donc, pour tous ceux qui ont obtenu leur permis avant le 22 juillet 2020. Ce serait vraiment le PEQ, lui, pour les personnes dans votre situation. Pour votre situation, ce serait vraiment le PEQ à privilégier. Maintenant, comment on fait pour prolonger votre permis de travail et de manière à pouvoir vous maintenir en toute légalité et pouvoir continuer à travailler jusqu'à l'obtention de votre CSQ et votre demande de résidence permanente? Donc, le moyen le plus, il existe vraiment différents types de permis de travail. C'est vraiment du cas par cas. Chaque cas est un cas d'espèce. Certains auront accès à ce qu'on appelle des dispenses de IMT qui vont vous permettre de prolonger votre permis. Toutefois, je vous dirais la voie traditionnelle qui va s'appliquer à la majorité d'entre vous, vous devrez, d'une part, ça va être de trouver un emploi qui va vous permettre par la suite de prolonger votre permis de travail. Pour ce qui est notamment de la recherche d'emploi en tant que telle, ça, je vais laisser les 2 prochains intervenants vous parler davantage de ce sujet-là précisément. C'est sûr que le support d'un employeur le support ou l'obtention d'un nouveau poste pour prolonger votre permis sera requis cette fois-ci, puisque le PVT, vous n'avez pas la possibilité de le prolonger à lui seul. Donc, vous ne pouvez pas prolonger votre PVT et obtenir un second permis de travail ouvert. Il faut passer par ce qu'on appelle votre employeur et vous devrez passer par l'obtention d'une IMT positive, donc une étude d'impact sur le marché du travail, et l'obtention d'un CAQ travailleur. Donc, ça, c'est la première étape que vous devrez réaliser en collaboration avec votre employeur, naturellement. Par la suite, lorsque l'IMT et le CAQ auront été obtenus, vous aurez la possibilité de prolonger votre permis de travail. En fait, c'est ça, pour vous permettre de demeurer en conformité le temps que vous pouvez obtenir votre CSQ. On a mentionné ici, attention d'anticiper les délais de traitement pour maintenir en tout temps un statut légal au Canada. Ça, c'est vraiment crucial, parce que le temps passe vite, comme vous le savez bien, et en fait, les 2 ans de votre PVT seront rapidement écoulés. Et si on additionne toutes les démarches qui doivent être effectuées au préalable pour le prolonger, d'une part, vous devez en parler à votre employeur, savoir s'il peut vous supporter ou trouver un employeur, ce qui peut prendre un certain temps quand même. Par la suite, il y a toute la préparation de l'IMT et du CAQ, le délai de traitement qui en découle. Donc, ce sont des délais qui varient, mais je vous dirais en mois, généralement, c'est de 2 à 3 mois pour obtenir une IMT et un CAQ. Puis par la suite, lorsque c'est obtenu, vous pouvez prolonger votre permis de travail. Votre nouveau permis prendra un certain temps avant d'être délivré. Certes, vous pourrez demeurer sur le territoire. Si vous avez présenté une demande de permis, vous allez pouvoir demeurer sur le territoire malgré l'expiration de votre permis. Toutefois, vous n'aurez pas le loisir de quitter le pays et revenir. Je dirais, surtout dans le contexte actuel de la fermeture des frontières, c'est toujours mieux d'avoir toujours veillé à avoir en main un permis de travail qui est valide et d'éviter d'être ce qu'on appelle dans le jargon en statut implicite, donc en légalité, mais sans être titulaire d'un permis qui est encore délivré. Maintenant, je viens de vous préciser le moyen classique pour prolonger votre permis de travail. Maintenant, est-ce qu'il existe d'autres recours en particulier intéressants qui pourraient s'offrir à vous?
La première option, c'est une option qui est souvent méconnue. On parle du système de l'entrée express. L'entrée express, qu'est-ce que c'est? C'est, je vous dirais, le frère jumeau de la fameuse plateforme Arima, mais pour toutes les autres provinces canadiennes. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, par exemple, je vous donne un exemple, l'Ontario, la Colombie-Britannique, peu importe, les provinces des Maritimes, peu importe la province, l'entrée express, c'est le système pour procéder. Ce qui est très intéressant de l'entrée express, c'est que d'une part, c'est très efficace, puis c'est beaucoup plus rapide. Donc, comme vous avez vu jusqu'à présent, pour obtenir la résidence permanente, lorsqu'on souhaite s'établir au Québec, évidemment, il y a beaucoup de démarches à effectuer, tant au niveau temporaire qu'au niveau permanent. L'obtention du CSQ, la prolongation du permis de travail, le long délai de traitement pour la résidence permanente. Or, avec l'entrée express, certes, il y a les mois au début pour préparer les tests de langue, ce qu'on appelle les étapes préliminaires avant votre inscription dans le bassin, mais lorsque vous recevez une invitation, on parle d'un délai d'à peine 6 mois avant d'obtenir la résidence permanente. Donc, pour ceux qui respectent les critères, ce sont les critères, là, je vous dirais, de l'immigration économique, donc l'âge, les diplômes, l'expérience qualifiée. Ça peut être un programme qui est extrêmement intéressant et qui mérite d'être considéré. L'autre option qui pourrait s'offrir à vous, c'est également aussi méconnu. Beaucoup de personnes connaissent la plateforme Arima, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est très populaire là, si on lit les journaux, mais si on veut, là, dans la pratique, très peu de personnes passent par la plateforme Arima. On parle du programme régulier des travailleurs qualifiés. Ce qui est bon à savoir, c'est que si vous avez un employeur qui est prêt à vous supporter dès les premiers mois de votre arrivée, donc si on parle par exemple de la première année de votre PVT, il existe un mécanisme qui permet à l'employeur de vous soutenir de manière à faciliter votre inscription dans Arima. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de vous inscrire dans Arima, mais sans le support de l'employeur, vous allez attendre longtemps avant d'obtenir l'invitation à présenter une demande de CSQ. Donc, c'est une option qui est à considérer également. Le PEC est très populaire, mais pour ceux qui ont une relation de confiance avec un employeur et qui souhaitent vous supporter d'entrée de jeu pour votre résidence permanente, le programme Arima et ce qu'on appelle l'offre d'emploi validée est un mécanisme qui mérite d'être considéré. Vous voyez ici, ça c'est un peu le parcours d'un candidat à l'entrée express dont je viens d'aborder. Vous devez tout d'abord réaliser les étapes préliminaires. Par la suite, votre inscription dans le bassin de l'entrée express. C'est un peu le même type de bassin où ça ressemble à celui du bassin du programme EIC, mais avec davantage de critères, si on veut. Puis par la suite, vous obtenez une note, ou un score plutôt. Ce score va être établi en fonction de vos résultats au test de langue, de votre maîtrise des 2 langues officielles ou de l'une des 2 langues officielles, de votre expérience de travail qualifiée, de vos diplômes. Puis, en fonction, si on veut, du score que vous allez obtenir, vous allez possiblement obtenir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Et lorsque l'invitation est soumise, après l'avoir préparée, on parle d'un délai de 6 mois avant de l'obtenir. Si tout est en ordre, évidemment, parce que le programme de l'entrée express, au bureau, on appelle souvent ça le programme également de refus express, parce que les agents sont extrêmement sévères. Si, par exemple, le moindre document n'est pas conforme, s'il manque littéralement une virgule à un tel document, il pourrait vous refuser votre demande de résidence permanente, puis vous devez repartir à zéro. Donc, en terminant, nous, on côtoie quotidiennement des gens dans votre situation, sur les façons de prolonger leur permis, sur le meilleur moyen d'obtenir la résidence permanente. Les conseils un peu qu'on peut vous recommander de suite à toutes les consultations que l'on fait. D'une part, garder un œil sur l'actualité. En immigration, c'est probablement l'un des secteurs qui est le plus sujet à des modifications, à des variations dans le domaine du droit. Donc, ce que je vous dis là aujourd'hui, peut-être que dans 1 ou 2 mois, certaines choses auront été modifiées, certaines politiques auront été mises à jour, surtout dans le contexte de la COVID où les choses évoluent très, très rapidement. Donc, c'est important de garder un œil sur l'actualité. Puis, à cet effet, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a justement une équipe là, dont la tâche principale est justement de surveiller l'actualité et de vous la publier afin que vous puissiez en prendre
que vous puissiez en prendre connaissance. Et aussi, ça, c'est le conseil le plus important, c'est d'évaluer toutes vos options afin d'identifier une vision stratégique de l'immigration. Souvent, ce qu'on constate, c'est que une personne va avoir entendu ou lire, par exemple, dans un article de journal, un programme en particulier et va automatiquement penser que ce programme-là est bon pour lui. Dans les faits, souvent, chacun est un cas d'espèce, donc possiblement qu'il existe une autre solution plus efficace, plus commode pour vous. C'est important d'avoir une vision plus large et pas seulement, je vous dirais, avoir une vision plus limitée, si on veut, pour que vous, en fait, ça ne sert à rien de vous concentrer sur un programme en particulier quand celui-ci n'est peut-être pas le mieux adapté pour votre situation. Puis finalement, encore une fois, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, anticiper les délais de traitement, extrêmement important pour éviter des situations très désagréables. Si par exemple votre permis expire dans, disons, 9 mois, je dirais que c'est le temps même d'entrée de jeu de commencer à envisager des possibilités pour le renouveler, puisque, comme vous avez pu le constater, parfois il y a différentes démarches à effectuer avant de pouvoir présenter votre demande de permis. Puis les délais, évidemment, sont très longs, surtout dans le contexte de COVID. Donc, il est vraiment crucial d'anticiper les délais de traitement et de prendre de l'avance dans vos démarches. Voilà, c'est ce qui conclut cette présentation. Puis je vais répondre maintenant à quelques-unes de vos questions. Alors, merci en tout cas, Gabriel. C'était très complet, à ce point complet je pense qu'au niveau des PVT, on n'a pas beaucoup de questions. On en a une sur Stéphanie qui nous dit « Bonjour, ayant effectué un permis de travail fermé avec une entreprise en septembre, quel est le délai, s'il vous plaît, pour obtenir le permis de travail et les papiers d'immigration ?» J'en ai glissé un mot au courant de l'entretien. Les délais, malheureusement, varient continuellement. Donc, vous, j'ignore c'est quel type de permis de travail. Si c'est un A75, donc si vous êtes titulaire d'un CSQ, donc ça pourrait prendre, par exemple, je pense que c'est ainsi, le délai de traitement est d'environ 145 jours. Par contre, il existe un moyen pour obtenir un traitement prioritaire si, par exemple, vous changez d'employeur. Donc, pour ne pas être contraint si on veut, d'attendre un délai de 145 jours pour attendre un permis de travail. Et une dernière question rapidement. Bonjour, question d'Alex. Bonjour, si on n'a plus l'âge pour prétendre à un PVT, vers quel visa peut-on se tourner? J'ai 43 ans et mon conjoint 40. Merci. Oui, bien, dans ce cas-ci, ça faudrait, en fait, d'une part, trouver un employeur. Donc, les prochains intervenants pourront davantage élucider cette question-là. Puis, par la suite, l'employeur devra présenter, je vous dis ça c'est le cas le plus classique. Il y a peut-être d'autres options, mais le cas qui devrait normalement s'appliquer, c'est l'obtention d'une EIMT et d'un CAQ, si c'est au Québec. Par la suite, ça va vous permettre d'obtenir un permis de travail. Eh bien, un grand merci, Gabriel. On a laissé aussi les coordonnées, d'ailleurs, de Desjardins ou de Métis dans le fil des questions Facebook, de manière à ce que vous puissiez, si votre question n'a pas été pigée, l'envoyer directement à Métis. Merci en tout cas, Gabriel, d'avoir été avec nous et au plaisir de se retrouver très bientôt. On va maintenant passer alors à la portion emploi, qui est une portion qui est très attendue. Alors, en fait, elle va être, comme je le disais en préambule, menée par deux partenaires, FedCV et un emploi en sol québécois. Donc, on va recevoir Nisrine bientôt que vous présenter, qui va nous parler de l'entrevue virtuelle. C'est vraiment… on est, je dirais, dans le cœur de l'actualité. On a changé un peu, bien entendu, de paradigme à ce niveau-là. Et nous allons avoir Benoît, par la suite d'un emploi en sol québécois, qui va nous expliquer comment obtenir plus facilement des rencontres avec des employeurs potentiels ici au Québec. Donc, on va le recevoir, comme je le disais, le CREM-CV, qui est le centre de ressources en employabilité Montréal Centre-Ville, qui est un organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes dans leurs défis d'intégration au marché du travail en offrant des services d'aide à la recherche d'emploi et en orientation professionnelle. J'ai le plaisir de recevoir, qui vient d'arriver à l'écran, Nisrine Aliaya, qui cumule plus de 25 années d'expérience, notamment dans les domaines de l'employabilité et de la gestion des ressources humaines.
Nisrine est aussi présidente du comité consultatif personnes immigrantes, connu sous le nom de CCPI. Donc, Nisrine va nous donner tout de suite quelques pistes pour une entrevue virtuelle réussie. Merci Nisrine, j'espère que j'ai réussi pour ma part la présentation virtuelle. Merci beaucoup Christophe pour l'invitation. Merci à Migrants Québec pour tout ce qu'ils font pour la population immigrante et l'excellent travail que vous faites à cet effet-là. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous pour ce genre de présentation. Puis, j'espère que je vais vous transmettre quelques éléments pour une entrevue réussie. Dans le fond, on parle de plus en plus du virtuel et nos pratiques ont beaucoup changé depuis ces derniers quelques mois. C'est certain qu'on n'aurait pas pensé à des sessions de réseautage comme telles au mois de février dernier, mais on en est rendu là. Donc, déjà pour vous présenter, Christophe a fait un petit point concernant qui nous sommes. Donc, nous sommes quand même un organisme à but non lucratif. On est en plein centre-ville de Montréal. Nous travaillons dans le domaine de l'employabilité depuis bientôt 35 années et nous avons une équipe professionnelle expérimentée en carriérologie et en orientation professionnelle. Notre mandat de base, c'est vraiment nous adapter aux besoins du marché de travail, pouvoir répondre aux besoins des employeurs en fonction des profils recherchés, mais surtout pouvoir accompagner efficacement les chercheurs d'emploi, autant en orientation professionnelle, parce que très souvent, les professionnels immigrants, quand ils arrivent ici au Québec, ne savent pas exactement vers quoi se tourner comme profession et ou éventuellement comme option de transférabilité de compétences, qu'en procédure de recherche d'emploi et de transition professionnelle. Donc, nos professionnels en employabilité, en carriérologie vont pouvoir accompagner les individus dans toutes ces étapes-là. Maintenant, pour parler de l'entrevue, on s'entend que pour l'employeur, toute entrevue d'embauche, elle va servir à affiner ses choix suite à une première sélection qui a fait de CV. C'est certain que nous, comme employeurs, puis je m'inclus là-dedans, quand on fait un affichage de poste, on s'attend à avoir des CV intéressants. On en reçoit un très grand nombre des fois, puis des fois, on en reçoit beaucoup moins, dépendamment de la période, puis dépendamment du profil qu'on recherche. L'entretien d'embauche a pour objectif justement de pouvoir mieux choisir le candidat. Et c'est le fait de la réussir, cette entrevue-là, est un enjeu de taille parce que c'est vraiment la dernière étape entre le postulant et le marché de travail. On s'entend que ce qui rend cette opération-là très complexe, c'est vraiment la compréhension de ce que recherche l'employeur. Très souvent, on parle de décoder derrière les lignes. L'offre d'emploi est-elle assez claire pour qu'elle soit comprise par tous les professionnels et surtout quand on parle de professionnels immigrants? Est-ce que la terminologie est comprise? On parle souvent aussi de traduire du français en français. Est-ce que nos diplômes ici sont comprises par le candidat d'ailleurs? Donc, le fait de déjà réussir une entrevue d'embauche, déjà, il faut y parvenir. Donc, déjà, il faut y avoir accès. Donc, comment on lit l'offre d'emploi pour qu'on puisse présenter une bonne candidature et se présenter à l'entrevue d'embauche? Comment est-ce qu'on peut utiliser des mises en situation dans nos interactions avec les recruteurs? On s'entend aussi que plusieurs de nos mises en situation sont obtenues à l'extérieur du Québec quand on est professionnel immigrant. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut recontextualiser en fonction d'éléments qui correspondent au Québec pour qu'on soit mieux compris par nos recruteurs. Aussi, d'autres enjeux sont un petit peu à ajouter, particulièrement la maîtrise de la langue. Donc, la langue française a ses particularités. Alors, imaginez quand on fait notre interaction en virtuel et non en présentiel, là où tout le volet non-verbal est diminué quand même parce que avant, en interaction réelle, il y avait le corps qui pouvait parler aussi avec nous. Aussi, il y a une très grande incompréhension souvent des codes culturels. Donc, qu'est-ce qui se fait ici qui ne se fait pas à l'extérieur? Je voyais tout à l'heure dans les fils de discussion plusieurs personnes qui viennent de différents coins du monde. Et je vais donner un exemple très simple. On parle souvent ici au Québec lors d'une entrevue d'embauche
du contact visuel, de l'importance qu'on accorde au soutien du regard. Donc, par exemple, dans d'autres cultures, le fait de regarder une personne dans les yeux n'est pas du tout de mise. Donc, est-ce que c'est vraiment fait exprès? Non, n'est pas nécessairement, parce qu'on s'entend qu'ici au Québec, les yeux sont considérés comme étant ce qu'on appelle le miroir de l'âme, alors que dans beaucoup de pays de Moyen-Orient, par exemple, ou de l'Afrique ou en Haïti, le fait de regarder une personne qui va être notre supérieur hiérarchique ou éventuellement plus âgée que nous, ça fait comme si je l'insultais ou je lui manquais de respect. Donc, il y a vraiment ces petits détails entre parenthèses qu'il faut prendre en considération. La pandémie aussi a généré certainement des nouvelles façons de faire les entrevues téléphoniques qui avant avaient pour objectif des éléments courts comme par exemple la validation des attentes salariales, la maîtrise des compétences linguistiques, puis quelques éléments plus techniques. Là, maintenant, elle est rendue beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, donc la discussion peut plus apporter sur d'autres éléments du contenu du CV et ça peut être pas nécessairement évident de pouvoir la compléter comme il se le doit. Aussi, comme je le mentionnais, les interactions en entrevue virtuelle sont moins faciles. Donc, la première chose, en fin de compte, d'entrée de jeu, une bonne préparation constitue la clé du succès en entrevue. Qu'elle soit virtuelle ou en présentiel, peu importe, l'élément pour réussir votre entrevue d'embauche est une très, très bonne préparation. Donc, vous devriez peut-être répondre à ces questions-là comme suit. Est-ce que vous connaissez assez professionnellement? Qui êtes-vous comme professionnel? Est-ce que vous êtes capable de nommer vos compétences? Puis dans ce qui suit, je vais présenter le comment est-ce qu'on va pouvoir aussi différencier nos compétences. Est-ce que vous avez des exemples de mise en situation pour appuyer vos réponses? Là encore, ce qu'il va falloir faire, c'est comment on va faire le lien entre l'offre d'emploi, le poste pour lequel on postule, le professionnel que nous sommes et les exemples de mise en situation qui vont appuyer nos réponses aux questions d'entrevue. Donc, chacune de ces questions-là, y répondre constitue un élément clé dans la réussite de votre entrevue d'embauche. C'est très important aussi de pouvoir différencier les tâches des compétences. Si vous exerciez certaines tâches, sont-elles considérées comme des compétences acquises ou sont-elles juste spécifiques au poste que vous occupiez? Puis dans les prochains postes que vous désirez occuper, est-ce que c'est des tâches qui vont entrer en ligne de mire ou pas? Donc, il est très intéressant de faire la différence entre vos compétences. Donc, réussir l'entretien d'embauche implique une excellente connaissance de vos compétences clés et je vais commencer par le savoir. On parle très souvent de la compétence du savoir. Donc, tout ce que vous avez appris académiquement, à l'école, dans les universités, mais aussi ce qui vous a été transmis depuis longtemps. Donc, je donne comme exemple souvent, quand on était enfant, on aimait bien jouer, puis on aimait bien grimper sur les arbres. Puis, la première chose que nous disaient nos parents, ben, descendez de là, vous allez vous casser la figure. Puis, on n'aimait pas ça du tout comme étant enfant. Aujourd'hui, c'est la première chose qu'on fait quand on a des enfants. Descends de là, tu vas te faire mal. Donc, le fait d'avoir des savoirs qui sont bien profonds dans notre esprit parce que c'est des savoirs acquis fait partie de nos savoirs. Là, une deuxième compétence à connaître très, très bien, c'est le savoir-faire, à savoir toute l'application de vos connaissances en milieu professionnel. Donc, tout ce que vous avez appris et que vous avez appliqué en termes professionnels. Souvent, on demande au moins 6 mois d'expérience professionnelle, 1 an d'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que le volet académique est très, très pertinent et intéressant, mais tant que vous ne l'avez pas exercé, ça peut faire une faille, entre guillemets, dans l'exercice de ce que vous allez faire. Ensuite, les savoir-être, à savoir toutes les composantes de votre personnalité. Donc, est-ce que vous êtes une personne souriante? Est-ce que vous avez de l'entre-genre? Est-ce que vous avez un bel esprit d'équipe? Comment ça se manifeste? À travers quoi est-ce que vous le montrez? Est-ce que vous êtes une personne dynamique? Est-ce que vous êtes une personne qui gère bien son stress, son temps? Donc, tout ça fait partie de vos aptitudes personnelles et
là encore, il faut les connaître et puis les mettre en contexte quand vous êtes en entrevue d'embauche afin de mieux illustrer comment ça va être utile et intéressant pour l'employeur. En fait, la maîtrise de vos 3 savoirs va vous mener à ce que j'appellerais le savoir agir en situation. La situation étant, vous êtes en entrevue d'embauche, vous maîtrisez vos connaissances, vous maîtrisez vos expériences professionnelles passées, vous maîtrisez vos aptitudes professionnelles, vous pouvez les illustrer à travers des exemples. Donc, cela va vous permettre de bien agir en situation, donc de bien agir en entrevue d'embauche. Et justement, ce qui est dit là, c'est que celui qui pourra mettre en avant un ensemble de compétences validées, donc validées à travers des expériences, disposera d'un avantage appréciable sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que la personne va être capable d'argumenter son employabilité. Le recruteur a toujours besoin de savoir le pourquoi est-ce qu'il va vous embaucher, vous, plutôt que quelqu'un d'autre pour un poste. L'une des questions qui se pose justement très souvent en entrevue et plutôt vers la fin, c'est pourquoi devrais-je vous embaucher, vous, plutôt que quelqu'un d'autre pour ce poste-là? Et la réponse à cette question-là est entre vos mains. C'est à vous de faire que le recruteur puisse vous embaucher, vous, plutôt que quelqu'un d'autre, à travers vos exemples et votre connaissance de vous-même par vous-même. Quelque chose de très important aussi, c'est que dans cette question-là de pourquoi vous plutôt que quelqu'un d'autre, il va falloir pouvoir illustrer 3 compétences techniques et 1 ou 2 compétences en savoir-être. Et le plus généralement apprécié, c'est de pouvoir mettre ça dans un contexte d'un exemple. Donc, cela va vraiment vous permettre de mieux argumenter sur votre employabilité. Donc, l'une des choses qu'il faut toujours faire avant l'entrevue, puis là aussi, on parle du contexte autant présentiel que virtuel, mais plus virtuel puisque le thème, c'est le virtuel, c'est qu'il faudrait vraiment que vous puissiez répéter votre scénario à plusieurs reprises. Répéter un scénario ne veut pas du tout dire que vous devez apprendre vos réponses, mais qu'il faut que vous soyez à l'aise avec vos exemples. Il y a une série de questions qui sont très souvent posées en entrevue d'embauche, comme le fameux « Parlez-moi de vous », quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, pour vous, c'est quoi un employeur idéal? C'est vraiment des questions qui vont revenir très souvent en entrevue d'embauche. Donc, si vous vous pratiquez, si vous illustrez par des exemples, ça va vous permettre d'être plus à l'aise lorsque vous allez répondre à votre recruteur ou à la personne qui est devant vous. Vous-même, vous allez détecter à un moment donné comme « j'ai pas l'impression que j'ai bien répondu à ça » ou « mais je pense que j'aurais pu bonifier ». Donc, à ce moment-là, c'est vraiment ne pas apprendre vos réponses parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va déranger la personne qui est devant vous, mais de plus être à l'aise avec vos réponses parce que vous avez des exemples qui sont déjà illustrés. C'est sûr aussi que si vous êtes en entrevue virtuelle, il est très important que vous soyez dans un environnement neutre. Donc, c'est pas un environnement, il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de son. C'est super important parce que vous devez vous-même vous concentrer sur les questions que le recruteur va vous poser, mais aussi pouvoir ne pas être dérangé ou déranger la personne qui est devant vous, alors que déjà les interactions ne sont pas évidentes. Je demande souvent aux gens de se pratiquer de façon virtuelle pour bien tester la plateforme et l'interaction. Donc, si vous avez un ami, quelqu'un de la famille, une connaissance, ben, faites l'exercice en amont. Pratiquez-vous, envoyez le lien. Ben, pour préparer un webinaire, alors que ça fait plusieurs fois qu'on le fait, ben, on se prend toujours le temps d'une petite préparation. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver techniquement. Donc, ensuite, essayez d'enregistrer la pratique afin de pouvoir regarder c'est quoi vos points améliorés, est-ce que c'est l'angle sur lequel vous êtes assis qui n'est pas le meilleur, c'est quoi qui va permettre au recruteur d'avoir l'impression que vous le regardez. Essayez de montrer un petit peu le haut de votre corps, pas être caché complètement ou montrer juste votre tête. Ça va permettre une interaction plus vivante avec le recruteur. Aussi, quelque chose de très, très important, c'est les connexions Internet. Donc, essayez d'être à côté de l'Internet ou avoir une prise Internet directe sur votre ordinateur, sur votre tablette éventuellement, parce que là encore, ça peut vous permettre pour permettre à la personne de bien vous écouter et pour qu'elle ne perde pas des bouts de ce que vous dites. C'est super important que le message soit très, très bien transmis. En même temps, si vous avez des difficultés technologiques, chose qui peut se présenter, ce n'est pas
ce n'est pas si rare que ça, ben, essayez quand même de prévenir la personne qui est devant vous. Mais surtout, puisque je demande souvent aussi, c'est que prenez le temps de prendre d'autres coordonnées. Ça veut dire quoi? Si jamais la ligne coupe, est-ce que vous pouvez communiquer avec la personne autrement? Est-ce qu'il y a un autre site? Est-ce qu'il y a un autre lien? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Même éventuellement, si jamais ça va pas marcher pour tout ça, est-ce qu'il y aurait un autre rendez-vous? Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Gardez-vous une marge de manœuvre pour que vous vous sentiez plus à l'aise face à cette situation-là. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes en train d'inviter le recruteur à quelque part chez vous. Maintenant, une chose qui est très importante lors d'une entrevue d'embauche, et ça a été la résultante d'un sondage qui a été effectué auprès de près de 200 employeurs, c'est qu'est-ce que le recruteur veut, qu'est-ce que l'employeur veut. Alors, les employeurs, très souvent, sont en train de chercher un employé autonome. Mais qu'est-ce que le mot autonome implique? Ben, le mot autonome implique que c'est une personne qui est capable de faire le travail sans grande supervision, mais dans le cadre de normes préétablies. Donc, c'est une personne qui va pouvoir connaître sa limite, jusqu'à quel point elle peut exercer, jusqu'à quel point elle est indépendante. Une personne motivée, compétente. On parle souvent aussi de loyauté parce que les employeurs ne veulent pas reprendre le processus d'embauche trop souvent. Ils ont besoin de garder la personne pour un minimum de 2 ans, je dirais, et parce que ben, les processus de dotation sont très chers. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont un service de ressources humaines. Donc, il faut vraiment penser au fait que pourquoi est-ce que je suis en train de postuler pour le poste et pouvoir convaincre l'employeur que je suis là pour rester là pendant un certain temps. On parle de sympathique aussi, on a bien envie d'avoir un collègue sympathique parmi nous. On parle de rapidement faire la job, donc l'apprentissage facile, de bien pouvoir communiquer dans la langue du travail, de pouvoir apprendre, de se renouveler, de se remettre lui-même en question parce que l'idée derrière ce commentaire-là, puis on a posé la question de façon plus précise, c'est que comment est-ce que la personne peut s'améliorer si elle n'est pas capable d'emmener une auto-évaluation? Donc, l'auto-évaluation de la performance emmène de la créativité, l'innovation et la capacité à aller de l'avant dans beaucoup de pratiques. Aussi, de faire une différence positive pour l'entreprise. On s'entend qu'on ne nous embauche pas juste parce qu'on est bon, mais parce qu'on est capable d'aller de l'avant dans un projet global pour l'entreprise. Mais moi, personnellement, ce que je trouve très, très important, pour ne pas dire au cœur même d'un bon recrutement, c'est de pouvoir trouver une personne qui va pouvoir travailler en synergie avec une équipe qui est déjà en place. Même si la personne a toutes les compétences requises, un profil professionnel extraordinaire, mais que je ne sens pas ou que l'employeur ne sent pas que la personne va être capable de s'intégrer au sein de l'équipe, de se sentir incluse, puis de faire partie d'une équipe déjà en place, mais il ne va pas prendre de chance à perdre l'équipe qui est déjà en place pour un employé nouveau. Pendant l'entrevue, il est très important que vous puissiez surlever un petit peu votre écran, comme je le mentionnais tout à l'heure. Essayez aussi d'utiliser votre langage non verbal. En fait, même si on est à distance, notre langage non verbal, notre sourire, même utiliser des fois nos mains avec certains petits gestes, ben, peut toujours être intéressant et pertinent. Mettez en valeur vos points forts, parlez d'une réalisation, quelque chose qui a pu faire une différence pour l'entreprise, des situations réelles. Essayez toujours de garder en tête le poste pour lequel vous postulez pour que vos exemples soient en lien avec ce poste-là. N'allez pas, parce qu'on s'entend que plusieurs professionnels peuvent avoir fait différentes expériences dans leur vie. Essayez de toujours garder en tête qu'il faut qu'il y ait un fil conducteur entre vos exemples et le poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Les faits que vous allez mentionner, les chiffres qui vont être pris de vos expériences vont donner beaucoup plus de valeur à votre argumentation. La motivation, la curiosité, préparer des questions à poser, faites que ce soit un échange plutôt qu'un questionnement. Faites qu'il y ait une belle interaction. En fait, n'oubliez jamais qu'en tant que candidat, vous offrez vos services et l'employeur vous offre un poste.
vous demandez un emploi et lui demande une personne compétente. Donc, en fin du compte, c'est un grand échange de bonnes pratiques, puis c'est le moment de pouvoir bonifier votre image devant le recruteur. En entrevue virtuelle, il faut toujours essayer de respecter les périodes de silence. On s'entend qu'il peut y avoir un petit temps, le temps que, si jamais il y a plusieurs recruteurs qui se parlent entre eux, des fois, juste le temps que le son se ronde, donc il peut y avoir un petit décalage. N'oubliez jamais que ce silence-là n'est pas nécessairement provoqué, il peut être tout simplement spontané. Je parle aussi de mes 3 S. Les 3 S, ça veut dire comment est-ce que vous allez séduire le recruteur par votre image de marque, par votre qualité d'intervention, en étant un candidat confiant. Aussi, le sécuriser par vos compétences, par vos réalisations, par votre capacité à aller de l'avant, mais surtout par votre intérêt et votre motivation pour le poste. Et surprenez-le, montrez-lui que vous êtes unique, que vous avez quelque chose de spécial. Donnez-lui juste envie, en finissant l'entrevue avec vous, de se dire, bon, j'ai même plus envie de voir quelqu'un d'autre, c'est la personne que je veux embaucher. Après l'entrevue, je recommande 3 éléments. Le premier élément, c'est ne pas oublier d'envoyer une lettre de remerciement. Encore une fois, les statistiques nous disent que 94% des employeurs disent que ils aiment bien recevoir une lettre de remerciement. Cependant, il y a juste 10% de la population qui font un envoi de lettre de remerciement. Donc, faites partie de ces 10%. Votre candidature va faire toute une différence. Faites une auto-évaluation de votre performance. Est-ce que je peux mieux faire? Est-ce que j'ai fait assez? Comment est-ce que je pourrais améliorer mes performances? Et surtout, faites un suivi téléphonique si éventuellement le délai donné par le recruteur arrive et vous n'avez pas de réponse. Il n'y a jamais de mal à appeler le recruteur et demander qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que le poste a déjà été pourvu? Est-ce que j'ai encore des chances? Ça ne peut que reconfirmer votre intérêt pour le poste. Donc, faites-vous accompagner par des professionnels et n'hésitez pas à poser vos questions. Et nous sommes là pour vous. Merci et restez en santé. Merci beaucoup, Nisrine. Écoute, c'était vraiment très, très complet. Je pense qu'on a toutes les clés aujourd'hui pour la réussite d'un bon entretien virtuel. Alors, on avait une question de Carrie qui est aide-soignante, donc préposée aux bénéficiaires ici, je pense, au Québec, et qui nous disait qu'elle avait 2 entretiens prévus aux Journées Québec. Quels conseils pouvez-vous me donner? Mais là, je pense que tu les as tous donnés. En fait, pour une aide-soignante, puis c'est une très bonne question, la chose, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre son exercice et ce qu'elle compte faire. Donc, il faudrait qu'elle voie le descriptif détaillé du poste pour lequel elle va postuler et tirer les exemples à travers le descriptif du poste. Et à ce moment-là, ça va faire du sens pour la personne qui va l'interviewer. Eh bien, merci beaucoup, Nisrine, pour ces bons conseils, pour avoir été parmi nous encore aujourd'hui. Au plaisir. Et puis, pour clôturer ce webinaire, nous allons recevoir donc, toujours sur la partie de l'emploi le programme Un emploi en sol québécois, qui est une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec, financée par le gouvernement du Québec. Ce programme a pour objectif de favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes et notamment dans les différentes régions du Québec. J'ai le plaisir d'accueillir et bien d'arriver à l'écran ici Benoît Malric, qui est directeur du programme immigration au sein de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et Benoît qui va nous donner sa recette pour obtenir plus facilement des rencontres avec les employeurs ici au Québec. Benoît, merci d'être avec nous et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Christophe. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Maintenant que vous savez comment passer une entrevue, je pense que l'étape qu'il faut réussir, c'est avoir une entrevue. Donc, nous, c'est ce qu'on vous propose dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois. Aujourd'hui, la présentation, c'est vraiment vous parler comment, au Québec, avoir un moyen plus facile pour obtenir des entretiens avec des employeurs, parce que selon les études qu'on a faites dans les dernières années, pour les personnes nouvellement arrivées au Québec, comme vous n'avez pas d'expérience québécoise, ça peut être difficile d'arriver à l'étape de l'entrevue parce que vous envoyez votre CV des fois à des centaines et des centaines d'employeurs
et vous n'avez pas de réponse parce que l'employeur est concentré seulement sur les gens qui possèdent des expériences pertinentes dans leur domaine. Donc, nous, on a créé un programme pour aider les nouveaux arrivants à avoir des entretiens avec les employeurs du Québec, donc situés un petit peu dans les villes, dans différentes villes du Québec. Et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant, si vous ne connaissez pas la Fédération des chambres de commerce du Québec, on est un réseau de chambres de commerce. Donc, il y a 130 chambres de commerce à travers le Québec, des chambres de commerce qui sont dites territoriales ou de la diversité. De la diversité, ça peut être la diversité selon un pays d'origine, donc l'association, la chambre de commerce italienne ou la chambre de commerce espagnole, par exemple, ou ça peut être aussi une chambre de commerce selon certains autres éléments de la diversité, comme la chambre de commerce LGBTQ. On représente à ce moment-là un réseau de 50 000 entreprises qui sont membres de différentes chambres de commerce. On a aussi le chapeau de la chambre de commerce provinciale, c'est-à-dire que c'est nous qui avons la responsabilité de faire la représentation politique pour les membres de la FCCQ. On a 1100 membres corporatifs et on interpelle le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral afin d'améliorer le contexte d'affaires au Québec pour que la qualité de vie que l'on jouit au Québec puisse demeurer et puisse s'accroître dans le futur. En 2016, le gouvernement nous a approchés parce qu'il y avait deux situations problématiques qui étaient un petit peu paradoxales au Québec, c'est-à-dire que d'un côté, 75 à 80 des employeurs québécois disaient que leur première problématique était la rareté de main-d'œuvre. C'était vraiment l'enjeu prioritaire. Et de l'autre côté, les personnes immigrantes vivaient un chômage qui était près de 2 fois à 3 fois plus élevé que les natifs. Donc, on avait vraiment une problématique d'intégration du marché du travail pour les nouveaux arrivants, même s'il y avait des centaines et des milliers d'emplois qui étaient disponibles. Nous, on s'est penché sur la question. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une problématique majoritaire là, dans certaines régions administratives du Québec. C'est important de comprendre que le terme région administrative au Québec fait référence à des fois un comté ou donc selon les différents pays, vous nommez l'organisation territoriale de façon différente. Nous, au Québec, on appelle ça des régions administratives. Il y a 17 régions administratives du Québec. Et ce qu'on a remarqué, c'est que vraiment l'emploi, c'était le vecteur d'intégration pour les personnes immigrantes, mais c'était aussi un vecteur d'attraction pour que l'immigration qui arrive au Québec ne se concentre pas seulement à Montréal, mais aille un petit peu partout dans les différentes villes du Québec. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez vivre votre rêve québécois à l'endroit où l'emploi à la hauteur de votre talent se situe. L'autre chose qu'on a remarqué aussi, c'est que les nouveaux arrivants, bien, souvent, vous arrivez au Québec, puis vous n'avez pas vraiment une notion de notre territoire, notamment au niveau de la distance. Ça m'est arrivé souvent là, que des gens voulaient aller voir les baleines à Tadoussac, aller voir le Rocher Percé, tout ça dans la même journée. Ce n'est pas possible, à moins que vous ayez une fusée. Là. Mais donc, on a un territoire qui est très vaste. Il y a beaucoup d'espace pour vous intégrer, avoir accès à la propriété, que vos enfants puissent courir dans les parcs en toute sécurité. Mais il faut comprendre aussi le territoire parce que chaque région administrative a sa particularité. Donc, avec ces constats-là, il y a un dernier constat que je voulais vous présenter, c'est-à-dire que 80 des personnes immigrantes qui arrivent au Québec arrivent à Montréal et 55 des emplois au Québec se situent à l'extérieur de la région de Montréal. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande concentration d'individus, même qui sont en emploi, qui sont à la recherche d'un emploi pour améliorer leurs conditions à Montréal, alors que souvent à l'extérieur de Montréal, c'est l'inverse. Les emplois ont de la difficulté à être comblés parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes et le taux de chômage est beaucoup trop bas. Avant la COVID, là, on approchait d'un taux de chômage dans certaines régions qui était à 2,5 %. Donc, c'est un taux de chômage qui est le plein emploi, c'est seulement du chômage conjoncturel. Donc, pour faciliter la dispersion du bassin de talents qui provient de l'immigration, à la FCCQ, on a décidé de mobiliser notre réseau et de mobiliser les employeurs des différentes régions afin d'offrir des emplois à la hauteur du talent des différentes personnes immigrantes qui arrivent au Québec. Parce que oui, de façon macroéconomique, il y a beaucoup d'emplois au Québec, mais après ça, des fois, ce qui est plus complexe, plus difficile, c'est de trouver l'emploi qui est dans votre domaine et l'emploi qui est situé à un endroit où vous voulez demeurer
qui a les caractéristiques que vous recherchez. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de découvrir le Québec de vos rêves. Dans le fond, c'est la Fédération des chambres de commerce du Québec qui a créé le programme Un emploi en style québécois. C'est le gouvernement du Québec qui finance le programme. Et notre objectif, c'est vraiment de favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes dans les différentes régions du Québec. On le déploie avec les chambres de commerce et avec les organismes en régionalisation de l'immigration et d'autres organismes en employabilité pour s'assurer que vous soyez accompagné à tout moment de votre processus de recherche d'emploi et d'établissement au Québec. Donc, c'est important de comprendre que nous, on fait une intervention macro, c'est-à-dire qu'on fait une intervention de masse et les organismes vont faire des interventions plus individualisées. Et c'est cette complémentarité-là dans l'organisation de l'intervention auprès des nouveaux arrivants qui permet de maximiser l'impact de chacun. Donc, la somme des parties est plus grande que chacune des parties en soi. On aide aussi de l'autre côté les employeurs des régions à accéder plus facilement au bassin de talents provenant de l'immigration récente. Il faut comprendre qu'au Québec, 20 du marché du travail est composé de personnes immigrantes et les employeurs des régions n'ont pas nécessairement les outils, ni les compétences, ni les connaissances pour réussir à faire des communications qui vont réussir à attirer les personnes immigrantes vers leurs postes disponibles. Donc, nous, on vient faciliter aussi cet accès-là. Donc, on est vraiment le point de rencontre entre les personnes immigrantes et les employeurs. Ce qui nous distingue de l'offre de services qui existe, c'est-à-dire que notre réseau a une grande capacité de mobiliser les employeurs à s'inscrire au programme. Juste pour vous donner un exemple, dans la première année du programme, on a eu 790 employeurs qui se sont inscrits pour 15 000 emplois qui étaient disponibles à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles, mais souvent, ce qui arrive, c'est que la personne immigrante ne réussit pas à passer la première étape de dotation du processus de ressources humaines et ne réussit pas à avoir un entretien avec l'employeur. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était pour aider les nouveaux arrivants en faisant une préqualification de votre CV par rapport aux emplois qui sont disponibles. D'un côté, ça permet aux employeurs de sauver du temps et de l'autre côté, ça permet aux candidats de comprendre davantage la raison pour laquelle ils ne correspondent pas à un emploi sur lequel vous avez postulé. Donc, c'est complètement gratuit pour les personnes immigrantes et l'objectif, c'est d'organiser des entretiens avec les employeurs. Et de l'autre côté, c'est aussi de vous faire découvrir différents milieux de vie pour que vous puissiez ouvrir vos horizons dans votre recherche d'emploi pour que ça ne soit pas seulement un seul territoire sur lequel vous faites votre recherche d'emploi, mais que vous ayez plusieurs endroits où vous aimeriez vous établir. On le fait à partir d'un système de maillage qui est propulsé par l'intelligence artificielle. En gros, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, là, mais c'est des questions à répondre qui vont nous permettre de comprendre ce que vous recherchez et qui va permettre à un algorithme d'aller chercher le référent de l'employeur qui recherche ce que qui offre ce que vous recherchez. Et ça nous permet d'avoir un match, comme on appelle, donc un arrimage entre votre profil et ce que l'employeur a à offrir. Et c'est important de savoir aussi qu'il y a un œil humain qui passe par-dessus les candidatures et par-dessus l'algorithme de match pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais dans le rejet des candidatures. Une fois que l'emploi est accepté, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un réseau d'organismes qui sont situés dans différents territoires du Québec et qui peuvent vous aider dans votre déménagement et dans votre intégration à la communauté. Bref, vous bâtir un réseau, parce que ça, c'est une des choses qu'on a remarqué. Les personnes immigrantes qui n'avaient pas de réseau avaient tendance à avoir plus de difficultés d'intégration. Donc, on veut vous aider à créer votre vie ici puis à faire partie d'une communauté. Au niveau des régions administratives, on couvre presque la totalité des régions administratives du Québec, soit 14 sur 17. On ne couvre pas Montréal, on ne couvre pas Laval parce qu'on cherche à amener les gens à l'extérieur de la région du Montréal métropolitain, mais on couvre vraiment toutes les autres régions à l'exception de l'UTAE qui avait déjà un projet. On collabore avec Emploi en région. C'est un partenariat, comme je vous expliquais. Eux font de l'approche individualisée pour vous aider dans votre réflexion au niveau de votre processus de régionalisation. Ils peuvent avoir des aides financières aussi pour vous aider dans votre déménagement ou aller passer des entrevues sur place. Et nous, de notre côté, on fait une intervention plus macro pour vous offrir des occasions d'emploi et faciliter votre rencontre avec l'employeur. Vous comprendrez qu'avec la COVID, avant, on avait des autobus
ou des avions. On partait de Montréal, on allait rencontrer des employeurs directement sur leur territoire. Mais avec la COVID, malheureusement, mais ce n'est plus possible. Donc, être avec des beaux sourires comme ça, pas de masque, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Donc, on a décidé de faire des vidéos pour vous présenter les différentes MRC du Québec. Une MRC, c'est Municipalité régionale de comté. Donc, c'est une organisation de différentes villes qui sont dans plusieurs régions. Donc, la MRC est comme l'entité plus petite que la région administrative qui gère le territoire. Il peut y avoir plusieurs MRC dans une même région administrative. Donc, ça va vous permettre de découvrir des témoignages de personnes immigrantes qui résident sur ce territoire-là, les services spécialisés, les aides, voir aussi l'accès à la propriété, les artères commerciales. Bref, on veut vraiment que vous choisissiez un endroit qui va vous plaire où habiter et pour lequel vous allez réussir à avoir un travail. La façon pour s'inscrire, c'est assez simple. Vous allez sur le www.emploisolquebecois.ca et vous allez voir, il y a une section qui s'appelle « Candidats ». Dans la section « Candidats », il y a un petit menu quand vous allez mettre votre curseur. Vous allez avoir une inscription candidat. Vous allez avoir toutes les modalités de participation au programme et vous allez remplir un formulaire pour qu'on puisse s'assurer que vous êtes éligible au programme. Au niveau des critères de participation, le premier critère et qui est le plus important, c'est d'avoir émigré au Québec depuis 5 ans ou moins. Donc, c'est important, si vous êtes à l'international, vous ne pouvez pas encore profiter de nos services. Il faut vraiment être établi au Québec, avoir son certificat de sélection, avoir son permis de travail pour pouvoir profiter du programme Un emploi en sol québécois. Il faut aussi être capable de s'exprimer dans un français fonctionnel. Si vous êtes capable de me comprendre aujourd'hui, vous avez un français fonctionnel, il n'y a aucun problème. Et ce que je disais, c'est d'être autorisé à travailler au Québec. Une fois que vous allez remplir votre formulaire, notre coordonnatrice, Mme Lévesque, va analyser si vous avez les caractéristiques pour participer au programme. Si oui, nous allons vous envoyer un lien pour que vous puissiez créer votre profil sur notre plateforme de maillage intelligent. À ce moment-là, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'à un seul endroit, vous allez pouvoir mettre vos CV, votre évaluation comparative des études, vos permis de travail, bref, les documents que les employeurs vont vous demander dans le processus de recrutement et vous allez pouvoir appliquer sur plusieurs postes en un seul clic parce que vos documents sont déjà dans la plateforme et que vous avez déjà les informations nécessaires. C'est beaucoup plus facile que de recommencer à chaque fois une application sur un poste. Vous allez aussi avoir un tableau de bord pour que vous puissiez vous rappeler des applications que vous avez faites parce que des fois, on fait beaucoup d'applications puis on ne se rappelle pas de tous les détails de tous les postes. Alors, dans la section « Mes applications », vous allez voir le détail des offres d'emploi. Mais dans la section « Match », ce qui est intéressant, si vous avez rempli votre algorithme de match, c'est que vous allez recevoir des alertes de nouveaux postes qui correspondent à votre profil et sur lesquels vous pourriez appliquer. Pour protéger vos renseignements personnels, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas appliqué sur un poste, l'employeur ne va pas voir vos coordonnées, il ne pourra pas vous contacter. C'est seulement au moment où vous allez appliquer sur le poste pour lequel vous avez un match que l'employeur va recevoir les coordonnées ou notre équipe, dans le cas des employeurs qui participent en mode gratuit. Et là, nous, on va faire la préqualification de votre dossier. Et là, vous avez accès à un babillard de postes. Les postes sont sur la plateforme. Actuellement, on a 150 postes différents. On a à peu près une centaine d'employeurs qui participent au programme. Ça fait 5 semaines qu'on est en opération avec la nouvelle formule numérique. Donc, on a le vent dans les voiles et on attend seulement votre inscription pour pouvoir vous aider. Ce qui est intéressant au niveau aussi de l'offre d'emploi, c'est que vous allez avoir une carte. Et la carte, c'est une carte qui est connectée avec Google Maps. Et cette carte-là va vous permettre de voir à quel endroit est-ce que l'emploi est situé. Et ça va vous permettre aussi de calculer le trajet à partir de votre domicile et aussi à partir d'un domicile futur si vous souhaitez déménager dans la région. Je vous parlais qu'on a un algorithme de match. Dans le fond, il y a plusieurs sections à notre algorithme de match. Il y a 2 sections qui sont essentielles. Première section, c'est points critiques obligatoires. Ça fonctionne en go-no-go.
Donc, on vous demande votre domaine d'expertise, le nombre d'années d'expérience, votre capacité à vous exprimer en français, en anglais, l'échelle salariale. Bref, une vingtaine de questions pour connaître un petit peu plus le profil d'emploi que vous recherchez. Et la section FCCQ est une section pour affiner le pourcentage de match où on a des détails relatifs aux emplois, aux assurances que l'employeur peut vous offrir, aux conditions de travail. Bref, le côté un petit peu plus savoir-être qu'on recherche du candidat, mais des fois, vous recherchez un milieu de travail qui va vous ressembler. Donc, c'est pour ça qu'on a la section FCCQ. À partir du moment où vous avez conçu votre algorithme de match, le système va commencer à travailler pour vous. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez 30 questions à remplir et après, l'algorithme de match va aller voir dans tous les postes qui sont affichés dans le programme Un emploi en sol québécois, lesquels correspondent à ce que vous recherchez. Donc, vous n'avez plus à ouvrir chacun des postes. La machine va le faire pour vous et va vous aviser s'il y a des postes qui correspondent à votre profil. Mais ça ne s'arrête pas là. Si jamais vous n'avez pas de poste qui correspond à votre profil aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, il n'y a pas une entreprise qui va rechercher votre talent. Donc, l'algorithme de match va vous permettre de recevoir des alertes d'emploi dans votre courriel. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise qui dépose un match, qui dépose une offre d'emploi et vous avez un match, vous allez recevoir le courriel pour pouvoir appliquer sur le poste et nous identifier que le poste vous intéresse pour pouvoir obtenir un entretien avec l'employeur. Nous, ce qu'on reçoit de notre côté, c'est un rapport de compatibilité. On a un pourcentage et on a accès aux réponses de l'employeur et à vos réponses afin de nous assurer que ce que vous recherchez correspond à ce que l'employeur recherche. Une fois qu'on a confirmé que votre candidature était pertinente pour le poste, on invite l'employeur et on vous invite à une rencontre d'une vingtaine de minutes en ligne. Ça se passe le vendredi matin ou le vendredi après-midi. Comment qu'on fonctionne, c'est que chacun des employeurs a une salle privée et on vous place dans la salle privée de l'employeur pour une vingtaine de minutes. L'objectif, c'est de voir si vous et l'employeur, vous avez un intérêt à poursuivre la relation de recrutement. L'employeur va avoir reçu votre CV le matin de l'activité et va pouvoir vous poser quelques questions. Et par la suite, il va nous faire une rétroaction pour savoir si oui ou non votre candidature était pertinente. Ça nous permet de nous améliorer sur le service qu'on vous donne, mais ça permet aussi de savoir si jamais vous avez des compétences qui manquent pour le poste ou des aspects de formation que vous auriez eu besoin pour ce poste-là, ça nous permet de faire une rétroaction. Parce que malheureusement, au Québec, souvent, les employeurs sont très occupés, sont en mode juste à temps et n'ont pas nécessairement le temps de répondre à tous les candidats qui ne correspondent pas. Ils répondent souvent seulement aux candidats avec lesquels ils souhaitent poursuivre. Mais nous, comme on veut que vous vous améliorez dans votre processus de recherche d'emploi, donc, on vous fait une rétroaction pour que vous puissiez comprendre pour la raison pour laquelle l'employeur ne poursuit pas avec vous, si c'est le cas. Si l'employeur poursuit, bien là, c'est à ce moment-là qu'on vous met en relation avec des organismes qui vont pouvoir vous aider dans votre établissement dans la région. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est un bref survol de ce qu'on fait dans le programme Un emploi en sol québécois. Si vous voulez avoir davantage d'informations, je vous invite à visiter le www.emploisolquebecois.ca et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Christophe, est-ce qu'on a des questions? Eh bien, écoute, oui, alors on a une question de Besné Joël qui nous dit « Je suis résident permanent canadien, actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux postuler ?» Alors, les personnes qui sont actuellement à l'étranger, mais qui ont un statut quand même de résident permanent C'est une très, très bonne question parce que c'est une situation qui est exceptionnelle en raison de la COVID. Habituellement, vous auriez déjà immigré, vous seriez déjà sur notre territoire et oui, on pourrait vous aider. Là, le fait que vous êtes à l'international, nous, on a demandé au gouvernement si on avait le droit de vous aider parce que notre entente stipule que vous devez être sur le territoire québécois. Mais là, vous êtes un peu dans une zone grise, donc je ne pourrais pas vous répondre tout de suite, mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est à nous écrire à coordination.immigration@commercial.fccq.ca. Vous allez pouvoir trouver l'adresse dans le site Internet du programme pour qu'on puisse vous revenir avec la réponse. On est en attente de la réponse du gouvernement concernant cette question-là. Très bien. On avait une question d'Ousmane, qui est un peu une question à tiroir, qui disait est-ce qu'il est possible d'obtenir un emploi même si on n'a pas beaucoup d'études, dans le sens où est-ce que vous offrez des emplois dans tous les secteurs, hein, c'est bien ça, Benoît, si on peut revenir juste là-dessus. Oui. Nous, on couvre vraiment tous les secteurs de l'économie. C'est sûr qu'il y a
plus d'emplois de niveau opérationnel qui sont disponibles. Souvent, ce que je propose aux personnes immigrantes pour intégrer le marché du travail québécois, c'est la stratégie du pied dans la porte. C'est-à-dire qu'au Québec, les emplois se comptent d'une façon assez simple. Les emplois les plus intéressants vont être offerts aux employés à l'interne et les employés à l'interne vont progresser dans l'organisation, alors que les gens qui sont à l'externe, vous allez avoir le restant de ce que l'employeur n'aura pas affiché à l'interne. Donc, si vous êtes dans l'organisation, vous avez accepté un poste d'opération, mais ensuite, vous pouvez progresser dans l'organisation parce que vous allez avoir accès aux emplois qui sont disponibles. C'est sûr et certain que si vous avez une expérience de bénévolat ou une expérience de stage, ça va vous aider parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, on a un marché de l'emploi qui est basé sur l'expérience et non sur la connaissance. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme d'une grande école que l'employeur va comprendre que vous avez un diplôme d'une grande école. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est est-ce que tu as déjà fait la tâche, pendant combien de temps, puis ça a été quoi tes résultats? Eh bien, c'est très complet. Merci beaucoup, Benoît. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Merci à Immigrants Québec. Toujours fort pertinent vos activités. Écoute, c'est parce qu'on a de très bons partenaires. Merci. Je souhaite d'ailleurs renouveler tous mes remerciements au nom d'Immigrants Québec, bien entendu à l'ensemble des partenaires présents. Un grand merci aussi à vous tous de nous avoir rejoints virtuellement. Et surtout, alors là, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui auraient manqué ce rendez-vous incontournable, n'oubliez pas d'aller tout de suite visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec 2020. Vous pouvez retrouver le lien sur salonimmigration.com, mais si vous cherchez Salon Immigration, vous allez tomber tout de suite sur nous. Vous allez retrouver là plus de 230 exposants pour vivre, travailler, étudier au Québec et toutes les ressources pour réussir votre installation. Donc, 230 exposants dont les stands, les kiosques vous attendent. Vraiment, n'hésitez pas, salonimmigration.com. Ce webinaire restera visible sur Facebook et nos partenaires, bien entendu, resteront à votre disposition dans le futur pour répondre à vos questions. Vous avez tous les liens maintenant dans cette présentation. Merci encore à tous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt et notamment peut-être tout de suite sur le Salon de l'immigration. À bientôt. Au revoir.